Vous écoutez RIG sur le 90.7, tout de suite votre magazine Santé et Société. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition de votre magazine Santé et Société et 7e rendez-vous consacré à la santé mentale en partenariat avec le centre hospitalier Charles Perrin. Aujourd'hui, nous allons parler addictologie. Alors pourquoi c'est un sujet important ? Simplement, vous allez le comprendre par vous-même, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives mène des recherches sur les pratiques addictives et en 2025, 21 millions de personnes en France auraient expérimenté au moins une addiction. Et pour en parler, nous recevons ce soir le docteur Jacques Dubernay. Bonjour. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir, vous êtes donc médecin addictologue, vous pratiquez au centre hospitalier Charles Perrin, si je ne me trompe pas. Tout à fait, dans le cadre du pôle interétablissement qui est à cheval entre le CHCP, donc Charles Perrin, et le CHU de Bordeaux. Voilà, donc ce soir, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me le dire. Avec vous également, Thibaut Robin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, si je me trompe pas, encore une fois, j'essaie de lire mes notes. Vous êtes éducateur spécialisé au pôle interétablissement d'addictologie à Charles Perrin et CHU de Bordeaux. Oui, alors moi je travaille au XAPA donc de Charles Perrin pour l'addictologie et je travaille aussi à mi-temps à la maison d'arrêt de Gradignan où je travaille pour ce XAPA-là où je rencontre des détenus qui souffrent d'addiction. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être venu dans les studios. Aujourd'hui, avec nous, alors vous entendrez en fin d'émission quelqu'un de particulier, quelqu'un qui m'a aidé à mettre en place toute cette série d'émissions. C'est Romain Dupuis du centre hospitalier Charles Perrin. Bonjour Romain. Hop là, et si je te branche ton micro, ça sera mieux. C'est mieux. Bonsoir, Mickaël. C'est mieux avec le micro, bonsoir. Alors Romain, je te donnerai la parole en fin d'émission. On reviendra sur ces 7 premières émissions de santé mentale. Parlons santé mentale en tête-à-tête. Alors aujourd'hui, je le disais, on va parler d'addictologie. Et dans un premier temps, ce serait bien qu'on définisse un petit peu ce qu'on entend par l'addiction. Qu'est-ce qu'une addiction ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Merci, c'est une très très bonne question parce que finalement l'addictologie c'est une discipline très nouvelle à l'échelle humaine en tout cas puisque la révolution s'est un peu passée dans les années 2000 où on a commencé à se décentrer des produits puisqu'avant il y avait le tabac était traité d'un côté, l'alcool de l'autre, les toxicomanes de l'autre et puis finalement on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène commun de perte de contrôle et qui était commun un peu à tous ces usages. Et un autre élément très très important et qui a été défendu par l'école bordelaise dès le départ, déjà sous l'impulsion du professeur Tignol, du docteur Jean-Pierre Deloëde, puis par le professeur Yacon et maintenant par le professeur Fatseas, qui est la notion de craving. Donc j'espère qu'on pourra en parler un peu, qui est vraiment un élément central dans la prise en charge des addictions et qui nous permet de comprendre ce phénomène-là et de comprendre les patients qui souffrent d'addiction. Si on ne comprend pas ce qu'est le craving, on n'arrive pas à expliquer le phénomène qu'on peut observer chez nos patients qui souffrent d'addiction. Bon, alors justement, comme ma prochaine question, c'était de parler du fonctionnement d'une addiction. Qu'est-ce que c'est que le craving ? Alors, ce fameux craving, si on prend au sens anglo-saxon, c'est une très forte envie de consommer. Si on est un peu plus clinique et si on va plus dans le détail, en fait, c'est expérimenter l'envie de quelque chose qu'on ne voudrait pas faire à ce moment-là. Typiquement, je trouve que le meilleur exemple, c'est une femme enceinte qui fume. Donc la future maman qui est enceinte, elle a aucune envie d'aller asphyxier son enfant et pourtant elle va se retrouver contrainte à aller consommer du tabac. Et là, c'est pas une question de mauvaise information, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de plus fort qu'elle qui lui fait faire l'inverse de ce qu'elle souhaiterait. Je trouve que c'est pour conceptualiser ce qu'est le craving, je trouve que c'est un bon exemple. D'accord, donc en fait tout ça se passe dans le cerveau. Hein. Tout à fait. Ce qui va nous amener à parler dans quelques instants justement du circuit de récompense, parce que c'est de ça qu'on parle en fait finalement quand on parle d'addiction, il y a une sorte de circuit de récompense qui se met en place. Alors on a tous, heureusement, j'espère pour vous, tous, autour de la table et derrière le poste. Bon, moi je l'ai avec le chocolat. Voilà, j'espère qu'on a tous des sources de gratification et ce qui nous aide à être en vie, justement. Donc on s'adonne tous à des comportements qui nous font plaisir et qu'on apprend au cours de la vie. Et parfois, et c'est là où c'est vraiment pas de bol, il y a un dysfonctionnement de ce circuit de récompense et là on perd le contrôle de l'usage. Et là ça devient particulièrement douloureux.
Ce que je dis un peu à tout le monde, alors je ne sais pas si je devrais le dire ce soir, mais ce qui est sympa, c'est de consommer sans addiction. De s'adonner à toutes les sources de plaisir qu'on peut rencontrer au cours de notre vie et de ne pas avoir d'addiction. Dès qu'il y a addiction, ça devient très très douloureux, puisqu'on ne peut plus faire ce qu'on veut. Et Vraiment, l'exemple de la maman enceinte, elle n'a qu'une envie, c'est d'être à zéro. Moi, je les vois souvent plus tard, une fois qu'elles ont eu leur enfant, et on voit bien qu'il y a un vécu très douloureux d'avoir fumé pendant la grossesse. Et quand on leur explique, bah oui, mais ça, tu étais victime de votre addiction, que vous avez fumé, bah, tout d'un coup, ça les soulage énormément. Alors, J'ai pas volontairement asphyxié mon enfant. Et j'imagine que c'est assez vicieux quand même, ça arrive sans prévenir, parce que on passe d'une consommation normale, on va dire, à une addiction sans qu'on s'en aperçoive. Parce que j'imagine que ça arrive comme ça sans qu'on s'en aperçoive. Bah, déjà, c'est pas de bol. Et c'est souvent plusieurs facteurs de vulnérabilité mis côte à côte qui fait que tout d'un coup, on bascule d'un usage normal à un usage qui devient pathologique, que je contrôle plus. Et qui s'impose à moi alors que je ne le souhaiterais pas. Alors, justement, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent être prédéterminants? Bon, là, vous venez d'en évoquer quelques-uns, donc oui, il y en a. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que, par exemple, un traumatisme peut être un facteur déterminant? Il se trouve qu'on a parlé de traumatisme il y a quelque temps dans cette série d'émissions. Est-ce que ça peut engendrer une addiction par la suite? Ou est-ce que ça peut y amener? Oui, ça peut participer. Alors, il faut faire très attention à un côté très unidirectionnel. La première des choses, souvent, ce que nous dit les patients, c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à pas y toucher. En même temps, les sources de gratification, si on n'en a pas, on meurt. Donc, c'est pas ça le problème. J'y ai touché comme tout le monde. Voilà. Et par contre, manque de bol, moi, j'ai développé une addiction. Et après, pareil, c'est pas parce que j'ai une dépression ou que j'ai eu un psychotrauma que forcément, je vais faire une addiction. Par contre, on sait que ça va être un facteur de vulnérabilité, comme les traits de personnalité, une hyperactivité. Mais tous les gens qui ont un TDAH, une hyperactivité, n'ont pas forcément une addiction. Tous les gens qui ont une phobie sociale n'ont pas forcément une addiction. Mais on sait que ces petits facteurs mis bout à bout peuvent favoriser l'installation de la maladie. D'accord, donc ce sont des facteurs de vulnérabilité. On ne parle pas de prédisposition. Mais qui est lié aussi à la substance. Entre du cannabis qu'on va manger en space cake, donc qu'on va avaler, et un cannabis qu'on va consommer sous forme de pipe à eau, là, qui est très 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 addictif. On fait passer énormément de produits en très peu de temps. Et la pipe à eau sera bien plus addictive que le space cake. Et puis il y a l'environnement dans lequel on évolue. Donc les traumas, les ruptures, la culture, tout simplement. On voit bien que dans les addictions, il y a une très forte prévalence. Quels que soient les pays, on est autour de 20% de la population. Par contre, les objets peuvent changer en fonction du lieu où on vit. Alors justement, en parlant des lieux, alors je vous ai entendu tout à l'heure, vous parliez on était en off, on n'était pas encore à l'antenne, on n'avait pas encore démarré cette émission. Vous parliez d'établissements pénitentiaires. Oui. Est-ce que dans les établissements pénitentiaires, justement, c'est un facteur de vulnérabilité pour tomber dans une addiction? Oui, parce que là, on parlait un peu du parcours des personnes, des éventuels traumas qu'ils ont pu subir, mais il y a aussi effectivement tout l'environnement social aussi. On sait que la précarité, c'est un facteur de risque aussi pour développer des addictions. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va forcément développer une addiction, mais on sait que c'est un risque. Comme des personnes qui vont être incarcérées, on sait que les personnes détenues, elles sont particulièrement touchées par les addictions. C'est pour ça aussi qu'on intervient là-bas, parce que c'est un enjeu de pouvoir à un moment les accompagner, repérer s'il y a une addiction, et aussi pouvoir leur proposer un soin, que ce soit pendant leur incarcération et à la sortie aussi. Et pour rejoindre un peu ce que dit mon collègue, c'est que la question de l'addiction, on n'est pas tous égaux face à l'addiction. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir un usage, contrôlé, qui vont garder le plaisir qu'ils veulent avoir, et qui vont finalement gérer un peu les conséquences sans en avoir trop, et donc ça va pas être pathologique. Et puis malheureusement, il y en a qui, avec tous ces facteurs-là, qui vont malheureusement développer une addiction, une maladie, qui vont avoir des usages qui sont décontextualisés, et donc des usages qui vont leur faire du mal à eux, à leur environnement aussi. Et donc c'est là où ça signe un peu l'addiction, et qu'il y a besoin d'avoir un accompagnement psychosocial. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. Enfin, une petite pause musicale. On va se retrouver dans quelques instants. Vous êtes toujours à l'écoute d'RIG. Santé et Société se poursuit. Aujourd'hui, je vous le rappelle, nous parlons d'addictologie et d'addiction avec nos invités du jour, le docteur Jacques Dupernay de Bosc, médecin addictologue, et Thibaut Robin, éducateur spécialisé au pôle inter-établissement d'addictologie au centre hospitalier Charles Perrin et au CHU de Bordeaux. Alors, on s'est quitté
il y a quelques minutes en parlant donc d'addictologie et des facteurs qui pouvaient rendre vulnérables aux addictions. Alors quand on parle d'addiction, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'addiction, parce que c'est vrai que quand on parle d'addiction en général, on a tendance à penser aux addictions aux substances. Donc ces substances, on va en parler rapidement. Je vous donne les 5 substances qui seraient, alors d'après une étude qui a été menée en 2007, les 5 substances qui seraient les plus addictives. Donc on a l'héroïne, la cocaïne, la nicotine, les barbituriques, donc des somnifères, et l'alcool. Parmi ces 5 substances les plus addictives, lesquelles croisez-vous le plus régulièrement dans votre activité ? Bonne question. Je dirais l'alcool et le tabac, mais d'un point de vue épidémiologique, 11 millions de consommateurs en France quotidiens de tabac et 3-4 millions de consommateurs quotidiens d'alcool. Et on suppose que s'ils sont consommateurs quotidiens, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement et que probablement ils sont contraints par l'addiction de consommer. Donc ça fait en termes de prévalence un chiffre énorme. Pour le cannabis, on est par exemple à 900 000 patients usagers quotidiens de cannabis. Là aussi, alors c'est très grossier ce que je vous dis, mais on suppose quand même que ceux qui ont un usage quotidien ne peuvent pas faire autrement et donc sont contraints par l'addiction de consommer quotidiennement. Si on veut élargir dans le champ plus comportemental, regardons les jeux d'argent. 40 millions d'expérimentateurs de jeux d'argent en France, à peine 350 000 qui ont un usage quotidien. D'accord. Donc, je pose la même question. Oui, effectivement, on remarque un peu moi, je remarque les mêmes choses. Ce qu'il faut savoir après sur l'alcool, par exemple, qui je trouve un sujet intéressant, c'est que c'est pas forcément le produit qui est le plus addictogène. Pour le coup, c'est celui qui a un coût pour la société, le coût social, pour la sécurité sociale, pour l'environnement des personnes, qui est très très important. Donc l'alcool, ça fait très mal pour la santé, mais aussi pour l'environnement des personnes. Donc on se rend compte de plusieurs choses, c'est que c'est pas parce qu'un produit, une drogue est licite qu'elle est forcément moins dangereuse. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de drogue dure ou de drogue douce. En fait, on peut à un moment développer une addiction à n'importe quel type de produit et aussi à des comportements, comme disait mon collègue. Alors tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de vicieux par rapport aux addictions qui arrivent sans qu'on s'en rende un petit peu compte. Mais par exemple, on va prendre le cas de la nicotine. Alors d'après la sécurité sociale, l'addiction peut arriver en quelques semaines à peine. Pas forcément. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'occasion, il y a un usage qui se développe au départ, souvent ado, par mimétisme social. Et puis, on voit souvent le facteur de stress, c'est l'autonomisation, vers 18-20 ans. Et là, on voit que l'addiction se déclenche au moment d'un stress. Et donc l'autonomisation des jeunes à ce moment-là, c'est là où on voit qu'il y a la bascule et où là où je consommais uniquement quand j'étais avec mes copains, tout d'un coup je me mets à consommer tout seul. Quand il n'y a plus de paquets de cigarettes, je sors à 23h pour aller en chercher. Vous voyez, là on sent vraiment l'addiction. Et votre question est intéressante parce que le tabac est super addictif et on renvoie souvent les gens à leur propre incapacité à gérer leur maladie tout seul en disant mais c'est une sorte de volonté, de motivation. Pas du tout. Ce que disait Thébault est très vrai. Le truc péjoratif, c'est d'avoir le diagnostic d'addiction. Et qu'elle soit au cannabis, aux jeux vidéo, au tabac, c'est pénible. Et c'est compliqué, quel que soit l'objet de l'addiction. C'est le diagnostic qui rend les choses compliquées de souffrir d'addiction. Alors, il y a une question que j'ai pas pensé à vous poser dans la première partie, mais j'aurais dû, et je m'excuse, j'aurais dû la poser. Est-ce qu'il y a un rapport, alors je voudrais qu'on parle du rapport avec la dopamine, parce que si j'ai bien compris, et là c'est vous qui allez me dire ça, mais cet effet d'addiction, il est lié au taux de dopamine qu'on a. En partie. Il est lié, on revient au circuit de la récompense, où effectivement tous les comportements qu'on a cités amènent à une libération intense de dopamine, et c'est ce qui nous fait du plaisir, c'est ce qui nous donne envie de refaire dans les apprentissages qu'on va avoir au cours du temps. Et chez certains individus, mais pour les histoires génétiques, on a vu de traits de personnalité, de psychiatrie, tout d'un coup, ce circuit surstimulé se dérègle. Et finalement, ce qu'on voit, et on le voit très bien d'ailleurs en imagerie cérébrale, quand on fait des IRM dynamiques, on voit un cortex préfrontal qui serait là pour un peu gérer le frein. C'est un peu le frein, le cortex préfrontal, on voit qu'il lui, il devient inopérant. Et qu'au niveau du noyau accumbens, là où il y a cette libération de dopamine, là c'est rouge flamboyant, ce que je dis souvent, c'est un moteur de Ferrari avec des freins de 2 chevaux. Et là, on voit bien que le circuit de récompense est complètement déconnecté. Et indépendamment des expériences qu'on va pouvoir avoir, on n'arrivera pas à moduler l'usage. On a beau avoir 3 retraits de permis, on se refera avoir une 4e fois pour un retrait de permis alcoolisé au volant.
Et si on ne comprend pas le fameux craving, j'ai tout d'un coup l'envie de faire quelque chose que je ne voudrais pas, et ben si on ne comprend pas le craving, on ne comprend pas pourquoi il y a les 4 retraits de permis. Alors, je voudrais revenir aussi sur, alors je vais rebondir sur une chose que vous avez dite. Vous avez parlé des addictions comportementales. Alors c'est vrai qu'on les a pas encore abordées ces addictions-là, parce que justement, on va les aborder maintenant. On a parlé des addictions aux substances, mais il y a également des comportements qui sont addictifs. Alors, peu importe le comportement, on peut parler de différents types de comportements: sport, sexe, jeu, écran, achat compulsif. Bref, est-ce que ces comportements obéissent au même schéma qu'aux addictions par substance? Ah oui, tout à fait. On retrouve au départ cette source de plaisir qu'on va pouvoir avoir à travers les écrans, ce qu'on trouve derrière les écrans, qui peuvent être des jeux d'argent, des jeux vidéo. Dans les achats, on va avoir un vrai plaisir. Certains ont un vrai plaisir à aller dans les achats. Et tout d'un coup, pareil, souvent après un stress, bim, on voit qu'il y a une perte de contrôle qui s'installe. Et le phénomène sera vraiment le même. Oui, les patients nous décrivent, c'était une source de plaisir que j'avais, je contrôlais, et à un moment donné, ça basculait. Et là, je m'aperçois que c'est n'importe quoi. J'ai 200 000 euros de crédit et je continue à aller acheter n'importe quoi qui ne sert jamais à rien. Souvent, c'est stérile, hein. C'est souvent des vêtements, des produits cosmétiques qui vont rester dans leur emballage, mais c'est le plaisir de l'achat. D'accord. Alors, je vais revenir sur le milieu carcéral. Est-ce que ce type d'addiction, on le retrouve aussi? On a du mal. On pense, je pense qu'on aurait plutôt tendance à penser aux addictions par les substances, mais est-ce qu'on retrouve aussi des addictions comportementales? C'est comme à l'image de la société, hein, c'est-à-dire que dans le milieu pénitentiaire, il y a aussi des addictions. Même j'expliquais, il y en a même un peu plus que dans la société un peu classique. Donc oui, on va retrouver ça. Alors après, il y a des contraintes spécifiques à la détention, hein, qui font que il y a moins accès à certains produits ou à certains comportements. Mais nous, c'est quelque chose qu'on évalue beaucoup. Par exemple, les jeux d'argent. C'est quelque chose qu'on voit énormément, nous, quand on interroge les détenus. Et en plus, ce qui est intéressant dans la prise en charge aujourd'hui en addictologie, c'est qu'on prend en charge tout type d'addiction. Et donc, on se rend compte qu'il y a des transferts d'addiction parfois. Donc, par exemple, des transferts d'addiction. Ouais, quelqu'un qui va arrêter, qui a ce qu'on appelle un trouble de l'usage, une addiction à l'alcool, qui va se retrouver incarcéré, qui va pas pouvoir avoir de l'alcool sur lui, il va parfois transférer sur du cannabis ou sur du tabac. Et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, nous aussi, au niveau clinique, hein. Ouais, c'est classique, c'est-à-dire que le patient va expérimenter un craving intense à l'alcool. En milieu carcéral, l'alcool est quand même pas très disponible. Et comment je peux apaiser ce craving? Tout d'un coup, je m'aperçois qu'en allant jouer, ça apaise mon craving. Et donc, le jeu sera en miroir du craving, donc totalement anarchique. Et donc, on va revoir une perte de contrôle qui s'installe plus sur l'alcool, mais sur le jeu. Alors, justement, comme on arrive à la fin de cette émission, il est quand même important de parler un petit peu de ce qui est proposé en matière de suivi et en matière de traitement, pourquoi pas, de ces addictions. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de chacun des deux établissements, Charles Perrins, Centre hospitalier Charles Perrins et pôle interétablissement. Comment chacun vous intervenez en matière d'addiction et pour le suivi ou le traitement de ces addictions? Alors l'intérêt d'être un pôle interétablissement, c'est qu'on est tous ensemble. Donc il y a eu une volonté commune des acteurs de terrain et des directions de rassembler tous les moyens d'addictologie qui ne sont pas énormes du centre hospitalier Charles Perrins et du CHU, ce qui fait qu'on devient une équipe assez étoffée avec une offre de services assez large, hein, qui va de la consultation ambulatoire jusqu'à l'hospitalisation, l'hôpital de jour, avec de la prévention aussi en milieu scolaire, de l'accueil dans les consultations jeunes consommateurs. Donc il y a une offre vraiment très très large de soins. Je reviens quand même sur le soin. Il y a deux notions que je voudrais vraiment pas laisser passer. C'est la temporalité. On est totalement décentré du sevrage, ce qu'on proposait jusqu'à l'heure. On se centre sur le repérage et la gestion du craving. Donc phénomène au long cours. Donc ce que je dis un peu à tous mes patients, c'est qu'il faut se donner 1 an pour bouger les choses, 5 ans pour stabiliser. Donc on sait vraiment... 1 an pour bouger, 5 ans pour stabiliser. Tout à fait. On est totalement décentré du fameux sevrage qu'on proposait avant systématiquement à nos patients. Et on s'étonnait, il a passé 5 jours hospitalisé, on le voit au 6e jour, il est en train de consommer au bar, on ne comprenait pas pourquoi. Si on comprend le craving, on comprend pourquoi au 5e jour, il est allé consommer. Et ce fameux craving, il faut vraiment, ça prend du temps à appréhender, à repérer et trouver des stratégies de gestion de ce fameux craving. Et c'est là où Thibaut, mon collègue, a tout à fait sa place dans les prises en charge, parce que l'addiction enferme, appauvrit, au détriment de toutes les sources de gratification qu'on avait avant. Et les prises en charge socio-éducatives notamment permettent de réinvestir un champ qu'on avait totalement déserté du fait de l'addiction qui nous a enfermés.
En fait, ce qu'on voit dans l'addiction, on pourrait voir ça comme un triangle avec l'individu, la rencontre avec le produit et puis le contexte, l'environnement. Eh ben, on va agir sur l'individu et sur le produit. On va mettre en place un suivi médical avec la prise parfois de traitements qui vont justement diminuer ce craving-là. Et en plus de ça, tout un accompagnement social au quotidien avec la personne, là où elle vit. On va essayer de voir avec elle pour qu'elle puisse avoir des ressources financières aussi. Et on va aussi essayer de l'aider à avoir des relations amicales, des relations sociales avec des personnes qui ne consomment moins ou ne consomment pas. On va justement essayer de réouvrir le champ des plaisirs qui avait été un peu fermé par l'addiction. Et donc on va venir greffer comme ça des nouvelles sources de plaisir avec nos patients en co-construisant des projets, parce que le patient il est central là-dedans, parce que c'est lui qui construit son projet avec nous. Et donc voilà, ça c'est l'avantage un peu de la pluridisciplinarité. Et on travaille aussi avec des psychologues qui vont venir travailler sur la personne, sur son passé, sur ses mécanismes, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi sensibiliser l'entourage ? Parce que j'imagine que là, l'entourage va avoir un rôle prépondérant. Tout à fait. La première des choses, c'est de faire comprendre que c'est une maladie, qu'on en est victime, et qu'on ne fait pas exprès de faire souffrir les autres. Et que déjà, moi, je souffre, et effectivement, ça éclabousse l'entourage, mais c'est victime de la maladie. Comme quelqu'un qui a du diabète et qui fait des comas diabétiques régulièrement, ça éclabousse un peu tout le monde. L'addiction aussi éclabousse, et c'est douloureux pour tout le monde, mais pour le patient d'abord. Voilà, ça c'est à mon avis, c'est le premier point. Et après, de dire que les thérapeutiques qu'on a sont efficaces. Pour peu qu'on prenne dans le bon sens, le traitement, c'est pas le sevrage, c'est ce repérage et cette gestion du craving au long cours. Et c'est ça qui amène à un moment donné à la rémission et au sortir de l'addiction. Thibaut, vous voulez intervenir ? Pour revenir à l'entourage, oui, c'est central de prendre aussi en charge l'entourage. Donc c'est pour ça nous, au sein du PIEA, on accompagne aussi les entourages de familles de patients qui souffrent d'addiction, parce qu'on sait que souvent, ils sont assez délaissés aussi du système de soins. Parfois, ils n'ont pas la bonne information, ils ont des idées aussi parfois reçues sur ce que c'est que l'addiction. Pour nous, c'est un enjeu aussi d'expliquer que leurs proches, ils souffrent d'une maladie, qu'il a des symptômes et que cette perte de contrôle, ce craving-là, c'est important que les proches puissent se saisir aussi de tout ça, parce que eux aussi, c'est des alliés dans l'accompagnement des personnes qu'on voit au quotidien. Et justement, en règle générale, est-ce que les patients viennent vers vous, ou est-ce que ce sont les proches qui amènent les patients vers vous ? Ça peut être les deux, ça dépend. Ça peut être les deux. Tout à fait, les deux. Oh, oui. Très bien. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir parler à l'antenne RIG des addictions et de l'addictologie. Je voudrais donner la parole, je l'avais dit, à Romain Dupuis, qui œuvre de concert avec moi sur cette émission depuis le début de l'année 2025 pour mettre en place un programme entièrement consacré à la santé mentale qui, rappelons-le, est une grande cause nationale 2025. Romain, justement, cette année 2025, ces émissions, qu'est-ce qu'il faut en retenir en termes d'enjeux, de visibilité ? Qu'est-ce que tu en retiens ? On va contextualiser déjà. Donc on a parlé dès la première émission qu'un Français sur 5 aura ou a des problèmes de troubles psychiques. Donc il fallait utiliser votre émission RIG, comme un outil de déstigmatisation de la santé mentale et de pédagogie auprès du grand public. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est leur utilité, tout simplement. Donc avec toi, avec la radio, nous avons vraiment œuvré ensemble pour rendre visible la santé mentale et sortir des tabous. L'émission de ce soir en est un exemple parfait. Donc ces émissions ont permis de faire connaître l'offre de soins de Charles Perrins, qui n'est pas encore très visible, les différentes disciplines en termes de santé mentale et de psychiatrie. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est les professionnels que compose l'hôpital. Donc déjà, je voudrais remercier les médecins et les soignants qui ont participé aux 7 émissions et la direction qui nous a soutenus jusqu'à présent. Et je veux surtout te remercier toi et la radio RIG pour ce partenariat. C'est avec plaisir. Voilà, pour la qualité des échanges et pour les espaces donnés à ces sujets qui sont essentiels. Donc, on se donne rendez-vous en 2026 ? Voilà, donc cette année, c'était grande cause nationale. Je crois que le gouvernement a annoncé que la santé mentale était encore grande cause nationale pour l'année prochaine. J'en profite pour faire un peu de publicité pour notre chaîne YouTube. Toutes les émissions, donc les 7 émissions qu'on a enregistrées en direct, sont disponibles sur notre chaîne YouTube, celle du Centre Hospitalier Charles Perrins. Donc je crois que l'année prochaine, on va continuer une émission mensuelle sur différentes thématiques. Et ce sera avec plaisir. Donc on se donne rendez-vous en 2026 pour parler à nouveau de santé mentale dans Santé et Société. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Eh ben écoutez, pareillement, je vous souhaite à tous mes invités de bonnes fêtes de fin d'année. Encore merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et ces émissions. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Santé et Société avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique.